Bonjour, c'est Benoît Poliquin, le fondateur et l'un des gestionnaires de portefeuille ici chez Exponent Investment Management. Et vous êtes en train de visionner la revue du premier trimestre 2025. On va débuter avec notre carré qu'on regarde tous les trimestres. Bien qu'on regarde à la fin du trimestre, je vais quand même plus tard dans la vidéo parler des événements qui se sont passés au mois d'avril 2025. Donc, ce qu'on regarde ici, le rendement, euh, au Canada, quand même pas pire, 1,5 sur le rendement 3 ans, on est presque 8 Si on s'attend à une tendance, une croissance de 7, 8, 9 à long terme sur les marchés. Ce qu'on regarde ici, c'est est-ce qu'on est en deçà ou en ou en dessous de la tendance à long terme. On voit ici le S&P 500 et le Nasdaq, le titre technologique. On a ici un recul quand même assez important, mais les rendements 3 ans sont encore bien au-delà de la tendance. Ici en Europe, très bon rendement de 10 un petit peu en haut de la tendance si on veut. Les marchés émergents, à peu près 50 sont des marchés émergents sont représentés par la Chine. On est à 2,5 quand même un bon rendement, un très bon rendement sur les 12 derniers mois, mais on est quand même largement en deçà de la tendance. Le dollar canadien, pas grande, pas grande variation, si on veut. Le dollar américain, sur les 3 dernières années, s'apprécie d'à peu près 5 par année. Les obligations, 2 pas grand-chose. Et sur le 3 ans, encore là, les taux d'intérêt sont plus élevés qu'ils étaient il y a 3 ans. Donc, le rendement qu'on a eu du secteur obligataire, ça ressemble à peu près un petit peu moins que le coupon. Le pétrole n'a pas eu un gros changement. Le gros changement est arrivé après la fin du trimestre. Et l'or, par contre, a eu un trimestre tout à fait fulgurant, presque 20 de hausse, 37 dans les 12 derniers mois, et on est à 25 sur l'échelle de 3 ans. Les taux d'intérêt sont quand même assez bas, en bas de la barre des 5 du 4 pardon. Si on prête au gouvernement canadien, on regarde, on va chercher 2,5 sur un an, 3,7 sur 5 ans, un petit peu moins, sur 10 ans, 3,6. Pour les CPG, on regarde 3,5 sur 5 ans, 3,2. Donc, la thématique du premier trimestre, c'est vraiment les fusils qui remontent, redescendent. Donc, on parle ici d'un retour à la moyenne. On va regarder ce qu'on appelle les Mag 7, les 7 plus grandes entreprises qui ont le plus grande importance sur les marchés américains. On parle ici de Apple, Alphabet, qui est Google, Microsoft, Tesla, Amazon, Meta, qui est Facebook et Nvidia. Donc, on voit ici, en sortant du creux de la vague, si on veut, de 2020, on a une très grosse performance, presque un double. On continue la poussée et on rejoint un sommet à la fin de 2021 et on donne à peu près 50 de la poussée initiale qu'on a vue là, entre 2020 et 2021. Et pour reprendre, si on veut, la poussée, on revient au point mort à la fin de 23. On a une belle poussée en 2024 et on redonne ici aussi là, une part importante du rendement. Donc, le but de l'exercice ici, c'est que les Mag 7 vous donnent quand même un rendement qui ressemble à la tendance, mais avec beaucoup plus d'amplitude. Et les investisseurs et surtout les médias parlent de ces titres-là aux extrêmes, quand ça va très mal et quand ça va très bien. À cause de la performance de ces titres-là, il y a les indices de référence ont reculé de façon importante. Donc, la question, plusieurs investisseurs se demandent, est-ce qu'on vend? Donc, on va utiliser un peu une analogie, c'est-à-dire les tremblements de terre. Donc, je vais vous demander, c'est quoi la différence entre une secousse sismique et un tremblement de terre? La réponse, c'est pas nécessairement les points sur l'échelle de Richter, mais c'est plutôt la durée de temps de cette secousse-là qui va faire le dommage. Donc, quand on va à la bourse, un recul boursier, c'est tout à fait normal. Ce qu'on veut éviter, c'est un recul boursier sur une longue période de temps. Donc, on va regarder ici des outils qui nous aident à déterminer si on a affaire à une secousse sismique ou à un tremblement de terre. Le premier outil, on va regarder, c'est les cartes de crédit. Donc, on a ici devant vous l'indice, ce qu'on appelle the US Delinquency Rate for Credit Cards 90 Days and Above. Donc, c'est les cartes de cartes de crédit, un amalgame des échéances de 90 jours et plus.
Et quand l'économie va très mal, c'est sûr que les cartes de crédit deviennent de plus en plus délinquantes. Donc, c'est ça que ça a l'air, une crise économique ou, si on veut, un tremblement de terre. On est présentement à 0,74, qui est pas mal le niveau normal, si on veut. On a eu une baisse ici, mais c'est vraiment à la sortie de COVID, quand les gouvernements se sont mis à distribuer de l'argent allègrement. Évidemment, les cartes de crédit se sont améliorées en termes de niveau de délinquance. Est-ce qu'on a une hausse? Tout à fait, mais on revient d'une base sous-évaluée, si on veut, et on est quand même à la normale. Donc, cet indice-ci nous parle de secousse sismique et non de tremblement de terre. On va regarder le marché obligataire. On va regarder si les investisseurs se réfugient dans les obligations américaines, c'est-à-dire que normalement, quand on a une crise économique ou une grosse difficulté économique, les gens refusent de prendre du risque ou réduisent leur risque et vont se réfugier dans les obligations américaines, ce qui fait que les prix augmentent et les taux de rendement baissent. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les taux de rendement sur cette dette-là, échéance 10 ans. On est à 4,4. On est dans cette espèce de ce qu'on appelle rectangle entre 3,4 et 5. On est dans le milieu. Ça ressemble pas mal à ce qu'on était en 2009, 2010, pardon. Et donc, c'est ce qu'une crise comme la COVID nous montre en termes de taux de rendement qui ont tout à fait chuté. On peut voir la dégringolade ici de 3,0 vers 1,4 pour ensuite une autre deuxième dégringolade. Donc, ici, c'est vrai que ça, c'est l'indice, si on veut, le dernier mois. On a eu des taux qui ont baissé et pour ensuite remonter. Donc, c'est sûr qu'il y a une volatilité, mais c'est normal de voir cette volatilité-là. Quand on prend un plan plus long terme, une perspective plus long terme, il y a ici, on parle de secousse sismique et non de tremblement de terre au niveau du marché obligataire américain. Si on passe, on a regardé les obligations du gouvernement américain, on va regarder les cotes de crédit inférieurs. Donc ici, ce que je vous montre, c'est un indice, ce qu'on appelle le JP Morgan US High Yield. Donc c'est les obligations d'emprunteurs un peu de moins grande qualité. Donc, c'est eux autres qui sont quand l'économie recule ou ralentit, c'est normalement eux autres qui vont s'en souffrir le premier ou en premier. Donc, on voit ici que on peut reconnaître jusqu'en 2013, entre 3 et 5 de plus que ce que l'obligation américaine va chercher en termes de taux de rendement. C'est ce que les investisseurs dans les cas de crédit moins élevés vont demander. Donc, est-ce qu'on a eu une hausse? Tout à fait, mais on était vraiment très bas. Et on n'a pas vraiment franchi le seuil du 5 qui est comme un peu la limite qu'on va voir 2020. On a eu un ralentissement économique aussi dans le premier trimestre de 2016. Donc, il y a une certaine volatilité, c'est tout à fait normal, mais encore là, quand on prend une perspective à long terme, on ne voit pas ici d'indice de, de tremblement de terre, mais encore là, on parle ici d'une secousse sismique au niveau de l'environnement d'investissement. Je passe à travers pas mal de tableaux. En voici un autre, ce qu'on appelle le VIX. Ici, on mesure la volatilité des actions sur le S&P 500. Donc, comment violente est la fluctuation des prix. Quand les prix baissent, la fluctuation elle est plus violente et donc l'indice du VIX augmente. C'est normal qu'il y ait une fluctuation sur la volatilité, si on veut. Donc, une fluctuation entre, mettons, 15 et 30 ou jusqu'à 35, c'est normal. Ce qu'on recherche, c'est des fluctuations en haut de 40 de façon soutenue ou certainement en haut de 50. Encore là, l'indice au début avril, on était à 22. On est loin du 40, on est loin du 50. Encore là, il n'y a rien qui nous inquiète en utilisant ce panneau-ci. Dernier tableau que je vais vous montrer, on va regarder les denrées. Donc ici, on a ce qu'on appelle le Commodity Research Bureau, qui est un bureau américain qui note, si on veut, toutes les denrées. Ils ont fait un indice de référence donc on a des denrées du côté agriculture, du côté des métaux et aussi du côté énergétique. Donc, ce qu'on regarde, c'est tout à fait normal que quand on a une récession, les prix chutent, il n'y a pas assez de demande,
il y a trop d'offres, donc les denrées vont baisser de prix. À la fin de la récession, les producteurs vont réduire leur production, l'économie reprend du poil à la bête, et là, on a ce qu'on appelle un spike ou une montée en flèche des prix des denrées. C'est normal parce que là, on a de la demande et on n'a plus assez d'offres. Ça prend un certain temps, souvent 1 an ou 2, pour revoir cet équilibre-là. Et là, après ça, on a comme une tendance vers la base, à la baisse qui est tout à fait normale, une certaine fluctuation entre l'offre et la demande. Ensuite, on a ici 2020, une baisse. Et là, on a eu la flambée des prix. C'est là où est-ce qu'on parlait d'inflation. Et on peut voir aujourd'hui que l'indice est quand même assez très stable. On revient au niveau 2020-21 et on revient bien au niveau 2011. Si on regarde le prix du baril du pétrole, c'est un peu la même histoire. Quand on a une économie qui va vraiment mal, on a une grosse baisse du prix du baril, si on veut, 2020, 2008. Ici, oui, on a une baisse du prix, mais il n'y a rien présentement, il n'y a rien de très violent. Donc, avec tous ces panneaux-là, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on on fait pas face à un tremblement de terre, mais plutôt à une secousse sismique. Donc, quand on parle de volatilité, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça arrive souvent? L'humain tend à oublier certaines séquences de leur histoire. Donc, ce que j'ai devant vous, c'est le marché canadien, le S&P TSX, et on peut voir que depuis 2010, c'est-à-dire 15 ans, euh, il y a eu souvent, 17 fois, des reculs boursiers de 10 ou plus. C'est sûr qu'il y a des périodes de temps où est-ce qu'il n'y en a pas. On parle ici euh, de la flambée de 2013, mais normalement, il y a un recul boursier une fois ou deux à peu près à tous les 12 à 18 mois. C'est sûr qu'il y a des périodes de temps où est-ce qu'elles sont plus rapprochées et pas tous les reculs boursiers vont nécessairement nous donner une chute importante. Parfois, on a des chutes qui prédatent une grande hausse. Donc, il n'y a pas vraiment une tendance de dire est-ce qu'on peut, quand il y a des périodes plus volatiles, est-ce que ça annonce un gros recul boursier? Il n'y a pas vraiment de corrélation. C'est la même histoire pour le S&P 500, les marchés américains. Depuis 2010, 15 fois est-ce que les marchés ont reculé de 10 ou plus. Et euh, si on recherche 15 ou plus de recul, c'est arrivé 7 fois en les 15 dernières années, donc une fois aux 2 ans. Et encore là, ça arrive par bourrasse, si on veut. On a des longues périodes où est-ce qu'il n'y a pas de volatilité. On peut avoir des périodes, ce qu'on appelle plates ou dans un rectangle. Souvent, on va avoir des volatilités de recul boursier, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'attend à un gros recul boursier par après, parce que vous pouvez voir que des fois, on a des gros reculs, mais des fois, ça continue, la poussée vers le haut recommence. Donc, encore là, c'est pas la volatilité en tant que telle n'est pas un bon indice qui va nous dire si le recul boursier euh, va devenir un tremblement de terre. Donc, si on est au milieu d'une secousse, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un plan de match pour ça. D'abord, on doit faire le ménage dans le portefeuille un peu. Donc, on va regarder les titres sous-performants. Donc, puis on veut s'en aller vers des titres qui sont normalement coûteux, donc ce qu'on appelle les généraux, les leaders du marché souvent, mais parfois les investisseurs vont tout vendre et ça ne veut pas nécessairement dire le Mag 7 ici, peut-être, mais peut-être pas. Ça peut être des titres qu'on veut toujours acheter, mais qui sont toujours coûteux. Mais des fois, on a des titres sous-performants. Peut-être qu'un gestionnaire de portefeuille est allé se cacher dans des titres plutôt pépères, à haut dividende, mais pas avec une grosse croissance, ou il y a aussi des titres qui ont peut-être pas performé, l'hypothèse de placement n'a pas fonctionné. Donc, dans ces cas-là, on les vend, on les identifie et on se tourne vers des titres qui sont normalement toujours très coûteux. C'est difficile la rupture, donc aussi, dans tout portefeuille, on a des titres qui ont été les meilleurs performants. Il faut être prêt et faut être ouvert à les vendre ou à tout moins réduire ces positions-là. Mais il faut prendre son temps. Les marchés se recalibrent très rapidement, mais ils remontent lentement.
Donc, je vous répète un peu notre dicton ou notre mandat chez Exponent. On gère cette tension entre la croissance de votre capital, la sécurité de votre capital et la fiabilité au niveau du revenu et au niveau du taux de croissance. Donc, il y a une tension qui s'installe, qui est toujours là, et c'est ça notre mandat, c'est de gérer cette tension-là, peu importe le marché, les conditions du marché que les investisseurs nous présentent. Ça met fin à notre vidéo et si jamais des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci et bonne journée.